Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux motiver les musiciens. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher, très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous fais entendre une entrevue que j'ai réalisée avec la chercheuse québécoise Catherine Rattel, qui est une référence en matière de motivation chez les enfants. Catherine Rattel est professeure titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires et vocationnelles. Elle a énormément publié sur le sujet du rôle des parents dans la trajectoire de vie des enfants, mais pour ma part, je la connais surtout sous le titre absolument admirable et génial de « Maman de Jules ». Je connais Catherine Rattel depuis des années puisque j'ai enseigné la guitare à son fils pendant des années. Elle a assisté à chaque cours de son enfant pendant des années et c'est donc une amie et quelqu'un que je considère comme une mentor en matière de recherche. C'était donc à la fois un plaisir et un privilège de m'asseoir avec elle pour discuter de la motivation chez les jeunes et du rôle que les parents peuvent jouer. Je suis certain que les enseignants et les parents parmi les auditeurs vont voir plusieurs liens entre les propos de Catherine et j'en suis sûr, d'autres domaines d'activité et donc pas seulement la musique. J'ai commencé par demander à Catherine Rattel de nous présenter en quelques mots son parcours de recherche. Moi, j'ai commencé au baccalauréat en psychologie et c'est là que j'ai commencé à travailler dans des laboratoires. J'ai appris différentes choses, différentes aptitudes. J'ai appris que j'aimais beaucoup la recherche et que je voulais faire ça le reste de ma vie. Et après mon baccalauréat, j'ai commencé un doctorat en psychologie de la motivation. Et pendant 5 ans, j'ai pu m'insérer dans plein de projets en plus de ma thèse. J'ai fait un stage de recherche et par la suite, j'ai été au postdoctorat ici à l'Université Laval en psychologie de l'éducation, de la motivation aussi. Et puis depuis ce jour, je suis à l'Université Laval et je fais de la recherche sur la motivation, sur le parcours scolaire des jeunes, sur le rôle des individus, notamment les parents, dans le développement motivationnel de leurs jeunes. J'ai déjà fait quelques épisodes précédemment sur la motivation et bien que j'écoutais attentivement les réponses de Catherine pendant l'entrevue, il y avait aussi une partie de ma tête qui était très nerveuse à l'idée d'écouter Catherine et de me dire subitement « Oh zut, je n'aurais pas dû dire ça ». Je dois dire que finalement, j'ai une petite chose à corriger dans ce que je vous ai déjà dit précédemment et je vais en reparler plus tard. Maintenant, la motivation est un concept extrêmement large avec une multitude de ramifications. J'ai donc demandé à Catherine Rattel de nous résumer en quelques minutes ce qu'on entend par motivation. Donc, comment est-ce qu'on définit le concept dans les dernières recherches? En fait, il y a plusieurs courants de recherche en motivation. Donc, sans faire un exposé d'1 heure, là, je vous dirais que quand on parle de la motivation, ce qu'on a comme fondement scientifique, dans le champ de la motivation qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est les cognitions sociales, le fonctionnement de la personne dans son ensemble, on définit la motivation beaucoup comme étant le moteur du comportement, qu'est-ce qui va initier, qui va soutenir la persévérance, qui va orienter le comportement. Je dis comportement, mais ça inclut aussi là, les pensées puis les émotions. Donc, c'est beaucoup pourquoi on fait quelque chose. Et à ce pourquoi-là, il existe beaucoup de réponses. Et si je vous fais ça un peu grossier, là, mais il y a des théories qui vont parler de la motivation beaucoup en termes d'intensité. Et à ce moment-là, ce qu'on regarde, c'est est-ce que mon jeune est peu motivé, modérément motivé, très, très motivé, qui est comme une façon de regarder la motivation, mais qui est jugée aussi un peu incomplète parce que l'intensité peut cacher des motivations qui sont moins souhaitables. Donc, une autre façon de regarder la motivation, c'est, en plus de son intensité, c'est sa qualité. Donc, on voit à ce moment-là la motivation comme étant un concept multidimensionnel. Donc, il n'y a pas une motivation, il y a des motivations et certaines formes de motivation
sont plus positives en termes d'expliquer la qualité du fonctionnement, du bien-être, de l'actualisation de la personne, alors que certaines autres motivations vont être plus nocives. Donc, il y a des décennies de recherche qui montrent que cette catégorisation-là ou cette distinction-là des types de motivation permet d'expliquer beaucoup de conséquences chez la personne dans plusieurs sphères de vie, des conséquences qui sont cognitives, affectives, comportementales et que l'on va voir se manifester dans plein de contextes de vie. Donc, on a des motivations qu'on va dire autonomes. Donc, ça, c'est nos motivations qu'on veut que nos jeunes développent beaucoup. C'est lorsque le jeune va faire quelque chose, par exemple, jouer de la musique, parce que c'est plaisant. Donc, on parle de motivation intrinsèque ou encore parce que c'est quelque chose qui valorise. Hein. Des fois, il y a des choses qui sont pas nécessairement plaisantes et qu'on va juger importantes et qu'on va faire de façon vraiment volontaire, autonome, parce que ce que ça va mener en bout de ligne, ben, c'est quelque chose que l'on souhaite. Donc, tu sais, je prends souvent l'exemple de se laver les dents. Là. Je connais pas encore d'adolescents qui aiment se laver les dents. Pas les miens, en tout cas. Et c'est important. Ils valorisent ça parce qu'ils ont compris l'importance pour la santé buccale, etc., pour que les amis les acceptent dans leur bulle. Et c'est pas une motivation qui est ancrée dans le plaisir, mais c'est une motivation qui est autonome. Donc, on veut que cette forme de motivation-là soit développée. On a des motivations qui sont, on va dire, contrôlées, donc qui visent à diminuer une pression que la personne va vivre, que ce soit une pression qu'elle s'impose elle-même. On va parler d'introjection. Donc, quelqu'un qui va s'investir dans une activité parce qu'il se sent obligé, parce qu'il se sentirait coupable de pas le faire. Si on prend la pratique de son instrument, par exemple. Donc, si j'ai un jeune qui est introjecté, c'est un jeune qui va se sentir coupable quand il va pas pratiquer, qui se sent obligé de pratiquer. Donc, c'est une forme de motivation qu'on souhaite pas trop être l'essentiel de sa motivation. Mais on a aussi des pressions qui sont externes, donc des pressions dans l'environnement de la personne qui va amener le comportement. Donc, on peut parler de récompense ou de punition. Donc, à chaque fois que tu fais 15 minutes de pratique, je vais te donner 15 $. Peu importe c'est quoi le nanan qu'on veut lui donner. On peut aussi utiliser des punitions. Donc, à chaque fois que tu feras pas ta pratique, ben tu n'auras pas le droit de jouer à des jeux vidéo. Donc ça, c'est une pression. Ça fait en sorte que la personne, si elle agit pas par sa propre volonté. Et ça va expliquer toutes sortes de conséquences négatives là, en termes de la qualité de son implication, de la persévérance, au niveau de son bien-être aussi. On a aussi une dernière forme de motivation qu'on appelle la motivation, avec un A avant. Et c'est quand le comportement est encore là. Donc, on fait encore l'activité, mais on sait pas pourquoi. On comprend pas à quoi ça sert. Puis on est comme sur le bord d'abandonner, en fait. Là. C'est un excellent prédicteur, d'ailleurs, de l'abandon. Et si on reprend l'exemple de la musique, si mon jeune continue de pratiquer, mais il sait pas pourquoi, il sait pas ce que ça donne, c'est à entrevoir qu'éventuellement, il va probablement arrêter de jouer son instrument. J'adore l'explication de Catherine Rattel concernant la distinction entre l'intensité et la qualité de la motivation et aussi l'idée que certains comportements, Catherine donnait l'exemple de se brosser les dents, on pourrait en musique traduire ceci par les exercices techniques ou encore la lecture à vue, donc des activités qui ne sont pas nécessairement les préférées des gens, mais qui peuvent être considérées au service de l'activité qu'on valorise le plus. Peut-être dans ce cas-ci, de bien jouer de son instrument et de jouer telle ou telle pièce qui nous fait rêver, etc. On voit bien avec l'explication de Catherine Rattel à quel point la motivation est en multiples nuances de gris entre la motivation complètement intrinsèque et l'absence totale de motivation. Cela dit, on n'a pas toujours considéré la motivation en termes de nuances de gris et c'est pourquoi j'ai demandé à notre invité comment la conception de la motivation a-t-elle évolué au fil du temps. Au fil des recherches, en fait, au début, si on parle de quand le behaviorisme était plus important dans le secteur de la motivation, c'était beaucoup en termes des contingences. Hein. On motivait les individus en contrôlant l'environnement avec les punitions, les récompenses et les travaux dans les années 70 ont vraiment
disons, plus émergé là, par rapport à la qualité de la motivation. La thèse, entre autres, là, en 71 d'Ed Deci qui montre que, dans le fond, c'est la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui est souhaitable. Et au début, la distinction qu'on faisait, c'est beaucoup entre la motivation extrinsèque, qui était essentiellement l'utilisation de récompenses ou de punitions, et la motivation intrinsèque, qui était surtout le plaisir. Donc, pendant plusieurs décennies, la motivation, on la concevait vraiment comme la distinction intrinsèque-extrinsèque. Par contre, au fil des recherches, l'avancement des connaissances, on s'est rendu compte que la motivation extrinsèque, c'est plus que juste des récompenses puis des punitions. Ça peut aussi être une pression de l'environnement qu'on a comme avalé tout rond. C'est ça l'introjection, dans le fond. Et il y a des motivations qui sont extrinsèques, donc pas ancrées dans le plaisir, mais qui sont souhaitables. Donc, tantôt, on parlait là, de faire les choses par plaisir, pas par plaisir, pardon, mais par importance, qu'on appelle l'identification. On a aussi l'intégration qui est faire les choses parce que ça fait partie de notre système de valeurs, parce que ça représente qui on est. Donc, c'est pas parce que c'est plaisant, mais c'est parce que on le valorise, on le choisit, ou ça fait partie de qui on est. Et cette distinction-là, intrinsèque-extrinsèque, tenait plus ou moins la route parce que dans tout le giron des motivations extrinsèques, il y en avait des bonnes qui prédisaient des conséquences positives. Donc maintenant, on fait vraiment plus la distinction entre les motivations autonomes et contrôlées, parce que les motivations contrôlées, que ce soit des pressions internes ou externes, vont à peu près, souvent prédire les mêmes types de conséquences, alors que la motivation autonome, que ce soit intrinsèque, par plaisir ou par valorisation, vont prédire beaucoup des conséquences similaires. Donc, c'est là où on en est présentement, là, de faire la distinction entre est-ce que j'agis de façon volontaire, peu importe que ce soit par plaisir ou valorisation, ou de façon contrôlée parce qu'il y a des pressions là, qui guident mon comportement. On voit donc que les nuances de gris sont apparues au fil des recherches et qu'on doit tenir compte de ces multiples nuances dans la motivation des jeunes. Maintenant, j'ai demandé à Catherine comment la conception de la motivation a évolué au fil de l'histoire des recherches, mais est-ce qu'il y a une évolution de la motivation au fil de l'avancement des apprenants? Autrement dit, est-ce que l'enfant qui devient ado, puis ensuite adulte, voit une évolution de sa motivation dont on doit tenir compte en leur enseignant? Quand on regarde la motivation, comme la distinction là, entre les qualités de la motivation, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les stades de développement, à tous les âges. On peut avoir des motivations autonomes ou contrôlées ou être motivé. En fait, qu'est-ce qui est important, c'est quoi les mécanismes explicatifs de la motivation. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on a une motivation plus souhaitable ou moins souhaitable? C'est que derrière tout ça, il y a tout ce qu'on appelle les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, c'est comme des nutriments que tout individu a. On est avec ça et dans la mesure où ces besoins psychologiques-là sont satisfaits, on va naturellement explorer notre environnement. On va tendre vers la motivation intrinsèque et vers l'actualisation. Et ces besoins-là, lorsque on les brime ou on les satisfait pas, ça va être l'inverse. Dans le fond, on va plus tendre vers des motivations contrôlées et de la motivation, surtout dans le cas de la frustration des besoins. Donc, on a 3 besoins psychologiques fondamentaux: d'autonomie, de compétence, d'appartenance sociale. Donc, quand on parle du besoin d'autonomie, c'est le besoin qu'on a tous de sentir qu'on agit par sa propre volonté, qu'on est à l'origine de nos comportements et que on endosse nos actions, nos pensées. Donc, quand ce besoin-là est satisfait, on a une motivation de meilleure qualité. Le besoin de compétence, c'est le besoin de sentir que on est capable d'agir sur notre environnement, qu'on est capable d'être efficace dans nos actions. Ça veut pas dire de réussir tout du premier coup. Ça veut pas dire que la première fois que je prends un violon, ça va être beau. Mais je sens que quand je me mets en action, il se produit des conséquences souhaitées. Le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance sociale. C'est le besoin qu'on a de tisser des liens positifs, réciproques, avec des individus significatifs dans notre environnement. Donc, là, on parle de qualité de lien plus que de quantité. Donc, nos ados qui ont des milliers de followers dans les réseaux sociaux n'ont pas nécessairement un besoin d'appartenance sociale là, plus satisfait. Et tous ces besoins-là
vont comme s'auto-satisfaire. Donc, plus on a de besoins satisfaits, plus les autres besoins vont l'être aussi. Donc, si on veut comprendre la qualité de la motivation, que ce soit chez le jeune enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte, chez la personne âgée, ben c'est de voir est-ce que la personne se sent autonome, est-ce qu'elle se sent compétente, est-ce qu'elle se sent liée positivement. Et dans la mesure où on identifie peut-être un besoin qui est moins satisfait ou peut-être même brimé, ben ça va expliquer pourquoi peut-être au niveau motivationnel, c'est sous-optimal, puis ça va guider par la suite nos interventions. Donc, dans une même activité, il y a un aspect temporel aussi dans la mesure où peut-être qu'il y a un moment donné où mes besoins sont satisfaits, mais il se passe quelque chose dans l'environnement qui va brimer un ou des besoins. Donc, tout d'un coup, ma motivation va changer. Donc, c'est pas tant développemental dans le sens de le développement de la personne, mais c'est plus au fil de son expérience en fonction de l'environnement. Ce segment-là de l'entrevue m'a particulièrement marqué et je fais des liens avec d'autres éléments de pédagogie qui ont été discutés sur ce podcast. Les besoins d'autonomie pourraient faire référence à la série d'épisodes sur l'autorégulation qui a justement amorcé cette 3e saison. Le besoin de compétences réfère selon moi naturellement aux bonnes stratégies de travail, aux questions que le prof doit poser pour développer le sentiment de l'élève d'être capable de bien gérer son travail de façon autonome. Et finalement, le besoin d'appartenance sociale est peut-être celui qui est un peu plus en danger avec les leçons individuelles si l'élève ne fait que du répertoire solo et s'il y a peu d'activités rassembleuses ou des activités de rétroaction entre les pairs comme les classes d'ensemble qui sont organisées. Et à ce sujet, je vous réfère au dernier épisode de cette saison sur ce qu'on appelle le concept de feedback literacy. Le parent peut grandement aider l'enfant avec les besoins fondamentaux dont il a été question dans la réponse de Catherine Rattel évoquée précédemment. Et je lui ai ensuite demandé la question qu'on a surnommée The Question, à quoi peut ressembler un support parental idéal en fonction de l'âge des élèves? C'est une excellente question que je me pose souvent comme maman, mais je dirais que c'est pas tant en fonction de l'âge de l'enfant, c'est en fonction de comment l'enfant vit l'activité. Comme je dis, il y a 3 besoins psychologiques fondamentaux, donc les comportements qu'on va adopter peuvent soutenir ou nuire à ces besoins-là. Donc, si on prend par exemple le besoin d'autonomie, ben un parent qui va soutenir l'autonomie de son enfant, ben c'est un parent qui va reconnaître que c'est un individu à part entière qui est capable de prendre des décisions puis d'agir par sa propre volonté et qui va prendre le temps de respecter le rythme naturel de développement de son enfant. Donc, pas promouvoir son propre agenda, mais respecter l'agenda de son enfant. Et on peut faire ça vraiment de plein de façons. Et c'est surtout important quand l'enfant, ça lui tente pas de faire quelque chose. Parce que une tâche qui est plaisante, on n'a pas besoin de rien faire. En fait, on devrait comme se mettre de reculons puis laisser l'enfant guider son action. Mais quand ça lui tente pas, que ça devient fastidieux, c'est là qu'on a plus besoin d'agir. Et une chose qu'on prend pas tout le temps de faire et qui est rentable à long terme, c'est d'expliquer à l'enfant pourquoi on lui demande de faire quelque chose qu'il n'a pas le goût de faire. Et si on veut qu'il valorise l'activité, il faut lui donner quelque chose à valoriser. Donc, prendre le temps de donner des explications signifiantes. Pas parce que j'ai dit, ça veut rien dire pour l'enfant. Mais d'expliquer la valeur de l'activité, ça fait partie du soutien à l'autonomie. De reconnaître comment il vit ça, d'être empathique, parce que ça se peut que ça soit plate. Puis c'est important de le dire à l'enfant qu'on comprend que ça lui tente pas, puis qu'il aimerait faire autre chose. Fait qu'on va jumeler ça par la suite avec expliquer les raisons, là, mais si on veut que le jeune nous écoute, faut prendre le temps de l'écouter, puis vraiment de lui dire qu'on l'a entendu. Donc ça fait partie du soutien de l'autonomie, puis aussi de le laisser avoir des responsabilités appropriées à son niveau de développement, à son niveau de compétence. Et d'offrir, quand c'est possible, des opportunités de faire des choix. Puis souvent, on pense c'est juste les choix qui sont importants, alors que des choix tout seuls, c'est pas suffisant. Il manque la valorisation puis l'intériorisation. Donc ça, c'est une grande catégorie de comportements qui va soutenir l'autonomie,
mais aussi les autres besoins là, par ricochet. Il y a une autre pratique parentale qu'on appelle la structure. Ça va beaucoup soutenir le besoin de compétences. Et c'est tout ce qu'on va faire et dire pour rendre l'environnement prévisible, d'expliquer comment ça fonctionne. Hein? Et on sait pas d'emblée tout le temps là, c'est quoi les attentes qu'on a, que les gens ont envers nous. Donc d'expliquer à l'enfant, ben voici à quoi je m'attends de ta part, voici comment ça fonctionne, comment j'aimerais que tu entreprennes, par exemple, ta pratique, de lui donner l'opportunité de rencontrer ces attentes-là, mais d'avoir aussi des conséquences logiques qui découlent du respect ou non là, des attentes. Puis quand on utilise le mot conséquence, faut faire attention, souvent c'est comme je vais te donner une conséquence, alors que c'est pas ça du tout là, qu'on entend, c'est plutôt juste la conséquence qui découle des actions. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la récompense puis de la punition, mais vraiment juste quand un enfant fait une action, qu'est-ce qui se produit. Donc, tu n'as pas pratiqué cette semaine, puis quand tu vas à ton cours, ben ça paraît. Donc ça, c'est la conséquence logique de pas avoir fait ton travail. Donc, dans la structure, il y a aussi toute la rétroaction qu'on va donner à l'enfant pour qu'il comprenne, ben, tu sais, est-ce que ça va bien par rapport à mon suivi, par rapport aux attentes que mon parent a envers moi, etc. Et c'est comme un ensemble de plein de petits comportements, mais essentiellement, il y a un aspect de monitoring, mais faut que ce soit exempt de contrôle. Faut pas que ce soit fait en imposition, ça peut être fait en soutenant l'autonomie en même temps, donc combiner tout ça ensemble. Et la dernière pratique, c'est, on appelle ça l'engagement. C'est toutes les ressources qu'on va donner à notre enfant pour lui signifier qu'il est important pour nous, que on est là pour lui. Et c'est pas juste des ressources matérielles, il y en a. Donc, mon enfant s'intéresse à l'astronomie, je vais trouver un livre sur le sujet, etc. Mais c'est beaucoup plus les ressources émotionnelles. Donc, avoir un intérêt sincère pour qu'est-ce qui se passe pour mon enfant. On devrait être le cheerleader numéro 1 là, de notre enfant. Et il faudrait qu'il le perçoive aussi. Donc, c'est le communiquer cet intérêt sincère-là, notre appréciation pour qui il est comme individu. Donc, comme parent, peu importe le niveau de développement de notre enfant, c'est de prendre ces comportements-là puis de les adapter à la tâche qu'ils vont faire, à là où ils sont rendus là, en termes du développement de leurs compétences. Donc, une certaine flexibilité là, dans l'utilisation de ces comportements-là. Mais ce qu'on veut, c'est que l'enfant comprenne que il est sa propre personne, il est capable de faire plein de choses, puis que nous, on croit en lui, en fait. Là. C'est ici que je dois émettre un petit bémol sur mon propre propos que j'ai exprimé dans la série d'épisodes que j'ai fait sur la motivation. Dans ces épisodes, dans lequel je présente le continuum de motivation de Deshi et Ryan, un continuum qui a comme deuxième étape, juste au-dessus de l'absence de motivation, la notion de punition et de récompense. Et je suggérais donc dans ces épisodes, avec toutes les étapes que Catherine a d'ailleurs présentées en quelque sorte durant cette entrevue, de faire miroiter l'étape suivante à l'enfant, donc par exemple un enfant complètement démotivé, de lui faire miroiter la récompense, puis ensuite de le faire réfléchir sur l'étape qui est au-dessus de celle qu'il ou elle visait. Donc, dans mon exemple, comme je le disais, mon enfant n'est pas du tout motivé, je lui fais promettre une récompense, la deuxième étape, et je vais ensuite miser sur la fierté qu'il a dû ressentir après avoir fait l'activité, donc la troisième étape. J'ai présenté cette idée à Catherine avec beaucoup de nervosité, et elle a en quelque sorte approuvé, sauf pour l'exemple que je viens de vous donner précisément. Donc, on devrait toujours éviter la récompense ou la punition, puisque Catherine me l'expliquait et je n'avais jamais réalisé ceci. La punition et la récompense sont les seules formes de motivation qui n'ont absolument rien à voir avec l'activité en tant que telle, l'activité qu'on veut valoriser auprès de l'enfant. Et là, j'entends déjà les parents se dire « Mais qu'est-ce que je fais avec mon enfant si on déclenche chaque soir une troisième guerre mondiale lorsque vient le temps de répéter l'instrument. » Qu'est-ce qu'on fait pas? C'est qu'on essaie de ne pas adopter l'inverse des comportements dont je viens de parler. Donc, on veut être soutenant de leur autonomie. À l'inverse, ça serait d'être contrôlant. Contrôlant, c'est d'imposer. C'est déterminer comment l'enfant devrait agir, penser, puis se sentir.
Donc, quand j'utilise les récompenses, bien entendu, ou des punitions, ça, c'est contrôlant. Mais aussi quand j'essaie de le faire sentir coupable, quand j'essaie de l'obliger, de faire en sorte qu'il sente que mon amour pour lui est contingent avec son comportement. Donc, tout ça va faire en sorte qu'on va brimer son autonomie et que les motivations vont en termes de qualité, vont être beaucoup moindres. Pour ce qui est de la structure, l'inverse, ça serait ce qu'on appelle le chaos. Donc, de faire en sorte que l'enfant, il sait pas sur quel pied danser. Il sait jamais c'est quoi vraiment qu'on s'attend de lui. Puis les règles, ils vont changer. Puis on lui donne pas d'informations par rapport à si c'est correct ou c'est pas correct, qu'est-ce que je fais. Donc, quand c'est imprévisible, ça peut être anxiogène aussi. Donc, on essaie de pas faire ce genre de laisser faire ou des fois il y a des gens qui trouvent que c'est comme ça les aide à se préparer au futur, d'être comme dans l'imprévisibilité. C'est pas aidant pour l'autorégulation là, des jeunes, de personnes en fait. Et en termes de l'appartenance sociale, donc on veut manifester notre engagement. À l'inverse, ce qu'on veut pas, c'est soit que ce soit du rejet ou ignorer son enfant, de faire sentir qu'on l'apprécie pas, que on se fout un peu de ce qui se passe pour lui, c'est ça, tu sais. Pratique pas, puis tu verras ton concert, ça va être dégueulasse. Puis, tu sais, ce rejet-là du jeune comme personne, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'éviter au plus possible. Puis je dis ça en sachant qu'il y a aucun parent qui a jamais fait ça. Moi, la première. Donc, c'est pas toujours facile d'être parent. C'est pas toujours facile d'être un enfant non plus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, nos ressources à nous, comme personnes en autorité, sont taxées pour plein de raisons. Et c'est souvent là qu'on est moins attentif aux besoins de notre jeune. Donc, d'être capable de reconnaître qu'est-ce qui nous active dans nos mauvais comportements, puis d'essayer de les réduire à ce niveau-là. Ce segment m'a fait réaliser que c'est probablement beaucoup plus agréable comme parent ou comme enseignant de cultiver la valorisation de la pratique en amont de telles situations. Donc, beaucoup plus facile d'expliquer à l'enfant en quoi telle ou telle activité lui sera utile plutôt que de gérer un conflit en devenir. Comme on l'entend souvent dans la psychopop, mieux vaut donner de l'engrais à nos plantes que de chercher à tuer les mauvaises herbes. Avant de terminer l'entrevue, j'ai voulu évoquer avec Catherine Rattel la situation qu'on essaie tous d'éviter, mais qu'on doit savoir bien naviguer, l'envie d'abandonner. On gère ça comment? C'est normal que pour n'importe quelle activité, en fait, pas juste la musique, qu'il y ait des petits moments où ça nous tente moins, puis que abandonner devient peut-être un peu attrayant. Et il faut comprendre, il y a quelque chose qui explique ça. Qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'abandonner? Est-ce que c'est parce que tu te sens pas bon? Est-ce que c'est parce que ça va pas bien dans ton groupe de musique? Est-ce que tu sens que tu n'as pas de pouvoir de décider de rien, puis tu subis tout le monde, puis tu te sens pas un agent là-dedans? Donc, la première chose qu'on essaie de faire, c'est d'isoler c'est quoi le processus en jeu. Mais si on va repiger là, dans le soutien à l'autonomie, c'est d'accueillir, puis c'est pas confortable là, comme parent ou comme enseignant, c'est d'accueillir cette émotion-là, puis cette perspective-là. Ils ont le droit de se sentir comme ça. Ils ont le droit d'avoir le goût d'arrêter puis que ça les écœure. Puis quand on les écoute, ça les amène à une ouverture puis à une discussion. De pouvoir pas leur dire comment penser, comment faire, mais de leur dire, toi, tu manifestes ça. T'as le goût d'arrêter, hein. Juste de dire ça, ça va faire, OK, il m'écoute. Puis, ensemble, la discussion, peut amener à identifier pourquoi c'est comme ça qu'il se sent. Des fois, ça peut être quelque chose d'assez bénin, d'assez facile à régler. Et si on avait nié cette émotion-là, nié cette perspective-là, on aurait peut-être juste précipité l'abandon, en fait. Là. Donc, c'est inconfortable. On veut pas que nos jeunes aient le goût d'abandonner puis qu'ils vivent ça mal, mais ils ont le droit de l'exprimer puis nous, il faut l'accueillir.
J'en ai très long à dire là-dessus et je pense que, comme enseignant, on a un pouvoir d'ouverture plus grand qu'on pense peut-être. Et je vous partage quelques expériences vécues ou entendues au fil des années d'enseignement de la pédagogie. Je l'ai déjà évoqué ailleurs sur le podcast ou sur mon blog, mais il arrive parfois que, du moins dans le milieu de l'enseignement individuel de la musique classique, qu'on ait un peu l'impression d'offrir un sentier très étroit aux élèves, avec parfois peu d'options. On prépare nos élèves pour des examens, l'élève doit apprendre des gammes et quelques pièces et on doit concentrer toute notre énergie là-dessus. Ça fonctionne avec certains élèves et bien des profs le font extrêmement bien. Mais il est aussi possible qu'un élève arrive dans ce que j'appelle le triangle musical des Bermudes, l'âge de 10 à 13 ans, dans laquelle les enfants entrent et on ne les revoit plus. Il est possible que ces élèves-là aient eu, juste avant de disparaître, d'autres envies que de faire tel ou tel type de musique avec la formule qui a pourtant bien fonctionné avec l'enfant qui est devenu un peu plus préado, la formule qui a bien fonctionné depuis plusieurs années. Et donc, en encourageant fortement mes propres étudiants à toujours bien discuter avec leurs élèves lorsqu'il est question d'abandon, j'ai souvent eu des témoignages de profs, mes étudiants donc, qui réalisaient que leurs élèves pensaient qu'ils ou elles pouvaient seulement faire du classique avec eux, qu'ils pouvaient seulement préparer des concerts ou des examens, qu'ils ne pouvaient pas exprimer qu'ils aiment telle ou telle pièce populaire et qu'ils aimeraient l'apprendre, alors que les professeurs étaient tout à fait ouverts à aborder tout ceci et à changer la formule des cours, mais parfois, après plusieurs années, les enfants croient qu'il n'y a qu'une seule chose à faire avec nous, alors que ce n'est pas le cas. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la pop, par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise de donner des cours de groupe, etc., je pense qu'on peut certainement avoir assez d'affection pour nos élèves pour les diriger vers d'autres profs pour qu'ils ou elles continuent leur cheminement musical, mais dans un autre contexte. Donc, je suis convaincu qu'on a assez d'affection pour ça, pour nos élèves, pour pouvoir faire ça. Et évidemment, ça demande à ce que ce soit discuté. En résumé, pour moi et visiblement pour Catherine Rattel aussi, une bonne conversation peut empêcher l'abandon et j'ajouterais que je préfère de loin un changement ou une adaptation plutôt qu'un abandon. C'est ce qui conclut cette belle entrevue avec la chercheuse Catherine Rattel, que je remercie de son temps d'ailleurs. Je lui ai demandé des ressources qu'elle suggérait pour les parents et elle m'a donc suggéré 2 livres, un qui concerne les enfants et l'autre qui concerne les adolescents, et je vais mettre les liens dans les notes de cet épisode. J'espère que cette entrevue vous a plu. Merci à Jean-Sébastien Potvin pour la post-production de cet épisode et je vous dis bon travail et prenez soin de vous.